Bonjour et bienvenue dans la quotidienne de School TV, l'émission qui vous raconte l'éducation au quotidien. Au sommaire, aujourd'hui, on va pousser ensemble les portes d'un lieu magique, d'un lieu mythique, la Comédie Française. On va le faire en compagnie de celle qui invite chaque année des milliers d'élèves à le faire, Marine Jubin, à l'occasion de la diffusion sur Canal+ Kids d'un documentaire intitulé Impro à la Comédie Française. L'anti-sèche des Maguessel, l'anti-sèche, vous le savez, c'est la façon dont l'actualité résonne dans les programmes. Actualité anniversaire aujourd'hui, c'est un 22 novembre que fut assassiné Kennedy. Les programmes, évidemment, sont ceux d'histoire. L'heure de la récré, toujours avec Emma. J'ose pas trop vous dire le sujet, mais Emma, elle va vous dire absolument tout sur les accès de timidité. Et puis enfin, comme chaque semaine, rendez-vous avec Amélie Paris, c'est les années collège. Notre professeure documentaliste et chroniqueuse tire le fil de l'éducation artistique en vous parlant des classes à PAC. PAC comme classe à parcours artistique et culturel. La quotidienne de School TV, c'est maintenant. C'est parti, grand oral. J'ai déjà vu des châteaux, mais là, franchement, c'est mieux. Celle qui parle est élève au collège de Chenauve. Elle vient de suivre un atelier improvisation avec sa classe. On est à la veille de la grande finale d'un concours national auquel elle participe et elle découvre à ce moment-là la Comédie Française, théâtre de cette finale. Cette scène, elle est extraite, ou cette réplique du moins, d'un documentaire que vient de diffuser Canal+ Kids et qui est toujours accessible en ligne sur la plateforme MyCanal. Son titre, Impro à la Comédie Française, et l'opération dont on parle est un des nombreux dispositifs éducatifs que propose ou qu'accueille la Comédie Française. Et pour en parler, on est avec Marine Jubin. Bonjour. Bonjour Emmanuel. Vous êtes responsable du service éducatif de la Maison de Molière. Est-il vrai que pour ce concours d'improvisation, alors il y avait aussi Jamel Debbouze, c'était porté par le mythique Papy qui a découvert Jamel et entre autres, et Sophie Aram et bien d'autres du côté de Trappes. Est-ce que c'était vrai que c'est la première fois en 400 ans que des textes non validés par le comité de lecture ont été dits sur la scène de la Comédie Française? C'est tout à fait vrai Emmanuel. Et ce qui s'est rendu possible par la présence des enfants sur le plateau, c'est le fruit en fait d'un partenariat, d'une histoire relativement longue qui débute en 2016 par une rencontre avec un dénommé Papy, qui devient un peu le Papy de la Comédie Française. Dont j'ai oublié le prénom, mais dont le nom de famille est Degois, par ailleurs. Il a un vrai nom. Alain, voilà. Prof de français au collège Gagarine à Trappes, il y a très longtemps, éducateur. Ouais. Et qui en fait a formé toute une génération de jeunes à l'improvisation. Et puis un jour, à l'initiative du rectorat de Paris et de Najat Vallaud-Belkacem, on a été mis en relation, Papy et la Comédie Française, pour imaginer des formations autour de l'improvisation. Et de ce partenariat qui se fait chaque année pour former les enseignants à l'improvisation à la Comédie Française, eh bien, est né le désir de travailler avec la Fondation Culture et Diversité, et donc d'accueillir sur la scène mythique de la salle Richelieu, le 24 juin, des jeunes qui faisaient des battles d'improvisation. Battle d'impro, ça vient du Québec. Hein. Ils sont habillés comme des joueurs de hockey, l'arbitre aussi. Enfin, c'est hyper spectaculaire. Avec les pantoufles. Avec les pantoufles et tout. Et à un moment donné, d'ailleurs, un coach québécois qui, alors on suit dans le documentaire, au début une équipe qui est celle de ce collège de Chenauve, en Bourgogne, dit « ça forme des bons citoyens ». Ça forme des bons citoyens parce qu'en fait, tout repose sur l'écoute. Et c'est ce qui est très bien montré dans ce documentaire, c'est que l'improvisation, c'est bien sûr l'art d'improviser, sans texte, donc sans filet d'une certaine façon, mais tout en écoutant attentivement l'autre étant le partenaire de jeu, et plus qu'un partenaire, je dirais celui qui insuffle et celui avec lequel on dialogue sans texte. C'est une belle leçon de vie, ceci. Si je veux m'exprimer correctement et dire des choses à bon escient, il faut quand même que je commence par écouter autrui. Exactement, et c'est pour ça que je crois qu'il y a une dimension civique évidente dans cette pratique de l'improvisation, qui est très forte et qui complète admirablement bien cette éducation aussi au texte, éducation à laquelle, à la Comédie Française, on est plus habitué. Alors justement, si on glisse vers l'éducation au texte, Éric Ruff, qui est alors comédien, metteur en scène, mais qui est, j'allais dire, surtout en ce moment, administrateur général de la Comédie Française, quand il parle lui-même de son rapport au théâtre et du lien entre le théâtre et l'éducation, il y a quand même quelque chose d'extraordinaire, c'est que c'est un lieu où on peut faire comprendre que les défauts peuvent être des qualités et que tout dans l'apprentissage et la maîtrise sert. L'instinct sert autant que la culture, le doute sert autant que le fait de savoir construire, la lenteur peut servir autant que la rapidité, l'humour autant que le sérieux,
le lâcher-prise autant que l'opiniâtreté, fin de citation. C'est tout ça, en dehors du projet impro, finalement, que vous portez ? C'est tout ça. Enfin, Éric Ruff, donc l'administrateur dont vous parliez, de la Comédie Française, a l'habitude de dire aussi, au théâtre, les derniers sont souvent les premiers. C'est ça. Et ça, c'est absolument évident sur un plateau. Parce qu'en fait, les comédiens, y compris les comédiens français de cette maison, font de leurs défauts des qualités, travaillent sur leurs défauts, et l'autre est aussi le partenaire qui peut révéler les qualités inhérentes à ce qu'on prenait au départ pour des défauts. Donc c'est vraiment... Pardon, des enfants dans l'impro à la Comédie Française qui bégayent. Et ça devient, dans le cadre de l'impro, ils se jouent de ça, ils le dépassent, et finalement, c'est plus du tout une forme de handicap. Oui, alors ce que je trouve très beau dans ce documentaire, c'est cet enfant, en effet, qui s'appelle Clovis. Et qui est montré pendant une trentaine de minutes comme il est, c'est-à-dire doué, plein d'énergie, plein de gentillesse pour ses camarades, et à un moment donné est évoqué en effet son problème de bégaiement. Ce qui veut bien donc dire que le théâtre, la pratique du jeu, la pratique de l'improvisation, fait des petits défauts qu'on a toutes et tous, des qualités, parce qu'en fait, l'idée de l'improvisation, c'est vraiment de se dépasser, d'être dans une forme d'actualité, de ce qu'on dit souvent au théâtre, de hic et nunc, c'est-à-dire de ici et maintenant. Et de faire du moment présent un événement. Hic et nunc, on va retrouver Emma Guessel pour l'Anti-Sèche, et on poursuit Marine Jubin juste après sur tout le travail que fait la Comédie Française en direction des jeunes et des élèves notamment. Mais pour l'instant, l'Anti-Sèche. Bonjour. Bonjour Emmanuel. Nous sommes le 22 novembre et c'est un 22 novembre qu'a été assassiné le président américain John Fitzgerald Kennedy. Tous les élèves en entendent bien sûr parler en cours d'histoire. Et oui, au-delà de cet événement majeur qui a bousculé la vie des Américains et du monde entier à l'époque, John Fitzgerald Kennedy est un président américain important qu'on étudie dans le cours donc, sur la guerre froide. Il a été élu en 1960 de justesse, avec seulement 120 000 voix d'avance sur le républicain Richard Nixon. À 43 ans, il devient le plus jeune président élu des États-Unis. Élu en 1960, assassiné en 63, mais 3 années extrêmement importantes dans l'histoire des États-Unis. On est en pleine guerre froide. Oui, on se rappelle par exemple de la crise des missiles de Cuba en octobre 62. Ça fait pile 60 ans cette année. À ce moment-là, les États-Unis découvrent des bases de lancement de missiles à tête nucléaire sur l'île communiste de Cuba. Pendant 12 jours, le monde entier retient son souffle. La progression des bateaux, mètre par mètre quasiment. Tout à fait. J'y étais. Vous êtes jeune, mais... Ça entraîne en tout cas une crise d'une extrême gravité. On échappe de peu à une guerre entre les États-Unis et l'URSS, à une guerre nucléaire en plus. Heureusement, après ces 12 jours, à l'issue de négociations entre le président Kennedy et Khrouchtchev, le dirigeant russe, Khrouchtchev accepte le retrait des missiles de Cuba et les deux puissances entrent peu à peu dans une phase plutôt de détente. Une présidence courte, mais quelques discours marquants, et notamment le discours célébrissime de Kennedy à Berlin en 63. Oui, à l'époque... Ein Berliner. Tout à fait. À l'époque... Ce que je sais dire en allemand. Moi aussi. C'est vrai. Oui. Alors, à l'époque, Berlin est découpé en 4 zones établies à la fin de la Seconde Guerre mondiale, une zone américaine, une anglaise, une française et une russe communiste. Et la ville devient très vite un enjeu important de la guerre froide, avec de fortes tensions diplomatiques entre l'URSS et les États-Unis. Symbole de ces tensions, le mur de Berlin, érigé par l'URSS pour séparer la zone soviétique, RDA, République démocratique allemande, et l'enclave américano-britannico-française, RFA, République fédérale d'Allemagne. John Kennedy se rend à Berlin en juin 63 et c'est là qu'il prononce donc le discours le plus célèbre de sa carrière politique. Alors je le cite, il est beaucoup de personnes dans le monde qui disent qu'ils ne comprennent pas où se situe le problème entre le monde libre et le monde communiste, qu'ils viennent à Berlin, la liberté rencontre de nombreux obstacles et la démocratie n'est pas parfaite, mais nous n'avons jamais dû monter un mur pour garder notre peuple. Tous les hommes libres où qu'ils vivent sont citoyens de Berlin. C'est pourquoi, en homme libre, je réclame l'honneur de dire... Non, vous allez le dire. Ich bin ein Berliner. Votre accent est bien meilleur que le mien. Et 5 mois plus tard,
On tire sur le président. Et oui, pour reprendre le titre du livre de Philippe Labro, sorti en 2013, qui raconte cette histoire, cette phrase « On a tiré sur le président », c'est celle qu'il a entendue d'un étudiant affolé le jour de l'assassinat, alors que lui-même était reporter sur place pour France Soir. Ce jour-là, Kennedy est à Dallas, au Texas, en pleine tournée des États-Unis en vue de sa réélection. Les voix du Sud étaient déterminantes pour qu'il soit réélu, et il sait que ça va être tendu à Dallas, parce que c'est un bastion historique de la droite radicale américaine. Et alors que sa limousine décapotable traverse le centre-ville, vers 12h30, 3 coups de feu retentissent. Le président est d'abord touché à la poitrine, puis à la tête. Le président américain vient d'être assassiné par Lee Harvey Oswald. Dit-on. Et voilà, tout le complot, on ne sait pas exactement, c'est un complot, est-ce qu'il a été seul? On sait qu'il est mort ce jour-là. Voilà. Et qu'il Harvey Oswald était dans le coup d'une façon ou d'une autre. Tout à fait. Merci beaucoup Emma, on se retrouve pour la récré tout à l'heure. Absolument. Super, on reprend notre échange avec Marine Jubin, Comédie Française, impro. Près de 70 établissements scolaires sont en partenariat avec la Comédie Française, dont pas loin d'une vingtaine sont classés en réseau d'éducation prioritaire. Marine Jubin, vous attachez une importance extrême au public éloigné de la culture. Comment on procède? Parce qu'il y a la distance physique, mais j'allais dire que c'est vraiment pas le plus compliqué au fond. En plus, la Comédie Française a un rayonnement national, mais la distance symbolique, elle peut être terrible. Comment vous faites? Alors, vous déployez en fait plein de programmes, c'est ça? C'est exactement ça. Alors, comment on fait? J'aurais envie de répondre... je le fais parce que moi-même, j'ai enseigné dans le 93, dans des établissements dits classés réseau d'éducation prioritaire. J'y ai enseigné de 2000 à 2006. C'est-à-dire entre les années Lang Tasca, le plan Lang Tasca. Quand Jack Lang était ministre de l'Éducation nationale et Catherine Tasca ministre de la Culture. Voilà. D'ailleurs, on va en reparler tout à l'heure avec Amélie, puisque c'est la grande époque des classes à parcours artistique et culturel. Exactement. Et j'ai arrêté d'enseigner en 2008, en fait à la suite des émeutes de Clichy-sous-Bois et qui ont embrasé le 93. Je ferme cette parenthèse, mais elle me semble importante parce que j'ai un véritable attachement pour ces publics-là. Et que tout l'enjeu, en effet, de la Comédie Française, qui est un théâtre national, c'est d'avoir une dimension nationale, comme son nom l'indique, c'est-à-dire de ne pas être un théâtre municipal, mais d'avoir un maillage territorial au niveau des régions et d'aller vers les publics dits éloignés de la culture pour des questions évidemment géographique, mais également symbolique pour des raisons sociologiques. Vous avez plein de programmes différents. On ne va pas pouvoir tous les raconter, hein, Marine, dans l'émission. En plus, le site internet les décrit très bien. Mais par exemple, alors je ne sais pas si vous le faites toujours, il y a un programme où vous empruntez la ligne 7 du métro. Et alors jusqu'au bout. Exactement. Alors ça, c'était à l'initiative d'une comédienne qui s'appelle Suliane Brahim. Et qui avait... Avec le 104, qui est un des lieux d'implantation de la Comédie Française. Voilà, et qui est sur la ligne 7 du métro parisien. Et l'idée, donc, c'était d'allier des ateliers de jeu à des ateliers d'écriture qu'animait à l'époque un écrivain qui s'appelle Patrick Goujon. Et donc, en effet, c'était travailler sur cette ligne de métro qui passe par la Comédie Française, mais qui va jusqu'à Aubervilliers, le Kremlin, qui est dans la banlieue sud de Paris. Vous qui avez enseigné en Seine-Saint-Denis, comment vous vous y prenez? C'est quoi l'obstacle? Est-ce qu'il suffit? On sait qu'il y a un effet d'émerveillement qui fonctionne apparemment quasiment à tous les coups. Quand des enfants, quels qu'ils soient, des adolescents découvrent un lieu comme la Comédie Française, ça vaut pour l'Opéra de Paris d'ailleurs, enfin, cette espèce de moment d'émerveillement, ce choc, mais ça ne suffit pas. Il faut construire d'autres choses, parce qu'il y a le rapport au texte, à la langue, il y a aussi tous les métiers qu'on pratique à la Comédie Française. Ça peut être une façon de rentrer aussi, de se familiariser. Alors, il y avait un grand spécialiste de théâtre qui s'appelle Bernard Dort et qui disait on ne naît pas spectateur, on le devient. Et donc, l'idée de la Comédie Française, initiée notamment par Éric Ruff à son arrivée en 2014 à la Comédie Française, ça a été de déployer en effet des dispositifs de sensibilisation et de formation au spectacle vivant. Je crois que la clé, c'est de faire un va-et-vient entre l'établissement scolaire et la Comédie Française. Il ne s'agit pas uniquement d'accueillir des jeunes dans la salle Richelieu. Mais l'idée, c'est d'apprendre à se connaître et donc d'aller sur place, d'aller dans les établissements scolaires, de connaître un peu le territoire dans lequel les jeunes vivent au quotidien. Et là, vous y allez sur le texte, vous y allez sur les métiers, vous y allez sur
On y va sur le sur plein de texte, choses. Ouais, sur le texte. et puis on y va sur la question de l'orientation, et puis on y va également sur tous les programmes en numérique que la Comédie Française développe depuis, en gros, le confinement. L'idée, c'est de trouver des leviers de démultiplication pour atteindre les jeunes et les atteindre de manière un peu différente d'une façon classique. Ou d'une façon scolaire. Alors, vous aviez organisé notamment, je crois, je ne sais pas si ça existe toujours, un concours qui consistait à composer des tirades versifiées inspirées d'un spectacle de la Comédie Française. Vous l'avez refait, ça, ou pas? On l'a refait et... Moi, j'ai la version 2017. Voilà. Alors... C'est ce qu'on va faire, on va avoir la récré des Mag-Essel dans quelques instants, mais moi, je vais vous proposer une récré avant la récré. Parfait. On va se mouiller, si vous voulez bien. Cette année-là, c'est la classe de première ES2 du lycée Évariste Gallois de Noisy-le-Grand qui avait été lauréate du concours avec une tirade inspirée du spectacle Lucrèce Borgia de Victor Hugo qui était mis en scène par Denis Podalides. Vous êtes prête? Je suis prête. Sur la tragique histoire de Lucrèce, on pourrait dire bien des choses. Lisez ces quelques vers. Fataliste. Dans les ténèbres, au lever du rideau écarlate, glisse une gondole mortuaire. Inattendu. Merde. Une femme, un homme, une femme. Effrayant. À la poursuite d'un bonheur rédempteur, une mère et un fils rattrapés par l'horreur. Terrifiant. L'horrible poison apporté sur un plateau d'argent. Étonné. La scène de rencontre entre Gennaro et sa mère. Dans ma corbeille côté jardin, je ne voyais aucun comédien. Tragique. Et quand le rideau tombe, l'enfant incestueux a les deux pieds dans la tombe. Bon. Ça Bravo. va, vous nous prenez en impro? Parfait, Ouais, vous étiez super. parfait, l'un et l'autre. Bon, n'empêche, c'est les élèves qui avaient écrit tout ça, et avec cette citation marrante à Cyrano de Bergerac, qui sont allés chercher Exactement, Rostand ouais. pour parler scène du du Lucrèce nez. Borgia, la scène du nez, c'est quand même rigolo. Voilà ce qu'on fait quand on est à Noisy-le-Grand et qu'on a la chance de participer au programme de la Comédie Française. On va continuer à parler de tout ça avec vous, Marine Jubin, mais là, c'est la récré, même si on a pris un petit avant-goût. Emma Guessel. Emma, dans la récré, vous allez donc aujourd'hui nous parler de la timidité. Oh là 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 là. Vous êtes timide, vous. J'y crois vachement. 2 secondes, je joue mon rôle. Alors, jouez le rôle de la timide. Allez-y. Mais oui, mais j'ose pas trop y aller, Emmanuel. Ouais, bien Vous savez sûr. que je suis très très timide. Ouais, Alors pour ouais. le coup, la timidité, c'est pas une qualité que j'ai. Et alors je dis qualité parce que oui, à vous les enfants qui nous regardez ou même les adultes, la timidité, vous dites que c'est super handicapant. Eh bien je vais vous prouver le contraire. Et vous allez nous apprendre que la timidité, on peut non seulement apprendre à l'apprivoiser, mais on peut aussi s'en servir. Oui, mais avant ça, rien que d'accepter qu'on est timide, c'est déjà un pas. Savoir déceler sa timidité et déculpabiliser, c'est énorme. Par exemple, on n'ose pas lever la main pour répondre en classe parce qu'on a peur de se ridiculiser ou alors on a peur de prendre la parole en public. Mais tout va bien, c'est humain, se tromper, c'est normal. Et l'inconnu, ça fait peur, donc vous êtes timide et c'est pas grave. Alors, comment fait-on pour apprivoiser la timidité de son enfant? Eh ben, une fois qu'on l'a accueilli, c'est-à-dire qu'on l'a verbalisé avec son enfant, on peut lui dire que la timidité, c'est loin d'être un défaut, c'est au contraire une force à bien des égards. Être timide, ça fait souvent de vous quelqu'un de très observateur, attentif à l'environnement qui vous entoure et aux détails. Selon les psychologues, il faut non seulement accepter la timidité de son enfant, mais surtout accepter son rythme dans les relations sociales. En revanche, quand on est petit, souvent la timidité rime avec confiance en soi. Et c'est là qu'on peut faire... Rime, oui, ou non, voilà. Enfin, on s'est compris, Non, on s'est compris. voilà, Oui, enfin voilà, c'est le contraire, non quoi. confiance en soi, voilà. Et c'est là qu'on peut faire un gros travail pour booster un peu cette confiance, qui est une clé hyper importante pour se sentir bien dans sa peau en grandissant. Et ça, tous les psys le disent, ça passe par accepter et savoir communiquer ce qu'on ressent, que ce soit la joie, la peur, la tristesse, la colère. Chaque sentiment est légitime et vous avez tout à fait le droit de l'exprimer. Donc on dit ce qu'on ressent à des gens de confiance et la timidité, on en fait une force. Et ouais. Merci beaucoup, Emma. On retrouve Marine Jubin, suite du Grand Oral. Depuis 1975, le ministère de la Culture scrute à intervalles réguliers les pratiques culturelles des Français. Voici ce que le ministère dit de la fréquentation du théâtre par les jeunes dans une des plus récentes études. Les générations les plus récentes, celles qui sont nées après 1975, fréquentent plus souvent les institutions aux jeunes années de leur vie. Mais cette croissance prend fin avec la génération née après 1995. Donc en fait, c'est un peu le verre à moitié vide, le verre à moitié plein. On ne peut pas dire que les jeunes vont moins au théâtre qu'avant, c'est pas vrai. Maintenant, il y a quand même un vrai dossier. Alors comment leur donner goût au théâtre? On en parle avec Marine Jubin, responsable du service éducatif de la Comédie Française. Alors, on dit toujours l'ennemi, c'est les écrans. Mais vous, à la Comédie Française, vous vous êtes fait plein d'amis avec les écrans.
Alors, ouais. Pas que parmi les jeunes d'ailleurs. Non. Vous évoquez, Emmanuel, la programmation numérique. Confinement. Ouais. Alors, confinement et programmation numérique en général. Ouais. Un moment historique dans l'histoire de la comédie française, puisque on est resté bloqué 3 jours, et puis immédiatement Éric Ruff et la troupe de la comédie française ont lancé un rendez-vous quotidien qui durait de 16h à minuit tous les jours. Aujourd'hui, on a... Vous lisiez des œuvres. On lisait des œuvres. Le soulier de satin, le Proust, la recherche du temps perdu, l'intégrale pendant le temps du premier confinement, si je me souviens bien. Exactement. Et puis, on avait des rendez-vous quotidiens avec les jeunes, avec les enfants, de 16h30 à 17h30, 18h. On leur passait des spectacles de la comédie française. On organisait des pastilles métiers pour dévoiler un peu les métiers en coulisses de la comédie française. Et puis les comédiens parlaient depuis leur cuisine, depuis leur chambre, depuis leur salon, parlaient d'eux, parlaient de leur enfance, parlaient de l'école, et parlaient aussi de la difficulté d'être isolés les uns les autres. Ça a été un moment historique dans l'histoire de cette maison, parce qu'il a donné lieu à une programmation numérique, aujourd'hui, qui réunit plus de 5 millions d'internautes. Donc, c'est juste hallucinant pour un théâtre. C'est hallucinant pour un théâtre. Et c'est une des raisons pour lesquelles, alors qu'il y a une crise du public en ce moment, pour ce qui est à la fois du spectacle vivant, les salles de cinéma se plaignent également beaucoup. Mais alors vous, la comédie française, on est plein à craquer. Attraper des places pour le Roi Lear, il faut se lever tôt, quoi. Et pas que pour le Roi Lear, pour tous les spectacles. C'était un témoignage vécu. Non, mais c'est vrai que sur les 3 salles, c'est formidable, ouais. On bénéficie de l'effet confinement, à notre plus grande surprise. Et du fait que vous ayez ouvert finalement les portes de la comédie française, de l'intimité des comédiens, de l'intimité de cette maison. À ce moment-là. Oui, et du fait aussi qu'on est parti des besoins de nos spectateurs qu'on ne voyait plus, qu'on n'accueillait plus, et notamment des jeunes spectateurs. Et là, pour une fois, en fait, on a renversé une politique en partant d'eux pour créer des dispositifs d'accompagnement. Donc c'est ça qui est tout à fait nouveau. Qui est remarquable. Vous formez aussi des enseignants. Ouais. Et puis, il y a un côté, la représentation des scolaires en matinée, et puis ensuite, il y a le, entre guillemets, vrai public le soir. Ça, c'est pas votre truc, c'est pas le truc d'Éric Ruff. Il dit le public, il y a tout le monde. Donc il y a des jeunes, il y a des vieux, et il faut que c'est ça de faire un public, c'est ça de fabriquer une société. En fait, Éric Ruff, il dit tout le temps, et ça a été vraiment le mot d'ordre quand il est arrivé en 2014, avec Anne Marais, qui est la secrétaire générale, de dire qu'il n'y avait pas un public, mais des publics. Et donc, cette diversité des publics est vraiment le cœur de cible mais on les de met notre tous ensemble. politique. Et on les mélange. Voilà, on ne les sépare pas. Non. Marine Jubin, on pourrait dire beaucoup de choses, on pourrait faire une série entière School TV sur tous les programmes que développe la Comédie Française. Merci beaucoup de nous avoir rendu visite. Si vous voulez bien, vous restez avec nous parce que vous citiez le plan, enfin Langue Tasca, à l'époque Langue Tasca, il y a eu le plan Langue Tasca pour les arts à l'école, on va y faire référence dans quelques secondes, car Emma, que je remercie chaleureusement, va céder sa place à Amélie Paris, les années collège. Les années collège, c'est notre rendez-vous, c'est votre rendez-vous avec notre professeure documentaliste et chroniqueuse Amélie Paris. Amélie, bonjour. Bonjour. Professeure documentaliste au collège Maurice Utrillo. C'est à Paris, dans le 18e. Il existe des projets artistiques et culturels dans un certain nombre d'établissements, dont le vôtre. Ce sont les classes à PAC. PAC PAC. C'est pas le pack de bière ni le pack de rugby. Non, pas du tout. Voilà. Les projets en éducation artistique et culturelle, comment ça marche? Eh ben, ce sont des projets donc, oui, en éducation artistique et culturelle pour des groupes classes sur le temps scolaire. Et ils constituent une véritable sensibilisation à un domaine artistique en lien souvent avec un partenariat. Donc ces classes à PAC, elles sont souvent menées en interdisciplinarité, c'est-à-dire avec plusieurs enseignants de disciplines différentes. Et elles concernent tous les élèves de tous les niveaux, de la maternelle jusqu'au lycée. Et souvent, elles sont financées en partie par l'académie, par la DAC. Et ça, j'étais déjà venue... Délégation académique des arts et de la culture. Chez vous, à Utrillo, il y a plusieurs classes à projets artistiques et culturels, dont une dans laquelle vous êtes très, très investi, c'est la classe de 6e, Art et Patrimoine. Oui. Alors, avant de parler de celle-ci, je peux parler des autres, en fait, parce qu'à Utrillo, toutes les classes de 6e ont des projets. Alors, génial, bien sûr. Il y a la 6e culture de l'Antiquité, il y a la 6e musique qui travaille avec l'orchestre symphonique Padeloup, et il y a cette 6e Art et Patrimoine dans laquelle je suis très investie, et je travaille avec une enseignante de lettres et une enseignante d'histoire géo.
Alors on est parti en fait de la lecture d'un album qui s'appelle Les Fantastiques Aventures de Sacré-Cœur. C'est l'histoire d'un jeune garçon qui habite Paris au début du XXe siècle, qui rencontre des personnages et qui va mener beaucoup d'enquêtes. Alors on a le fantôme du Père-Lachaise, on a le vampire de la Tour Eiffel, le squelette du Jardin des Plantes, la momie du Louvre. Et en fait c'est un excellent moyen de faire découvrir à nos élèves Paris et son patrimoine, et en même temps évidemment la lecture et cet album. Et il y a aussi des sorties culturelles qui viennent avec, même si à Paris, j'imagine, le choix est extrêmement important. Oui, il y a beaucoup de sorties culturelles. Alors, on a déjà fait, on est allé à Montmartre, parce qu'on n'est pas très loin. On a visité le charmant musée de Montmartre. Alors, les élèves, évidemment, étaient super émus quand ils ont vu l'atelier de Suzanne Valadon et surtout la chambre de Maurice Utrillo qui a donné son nom à leur collège. Quand même. Oui, ils avaient des petits carnets, ils ont pris des notes, ils ont profité Manqué à la très Comédie beau. Française, ils touchent le pied de Molière 3 fois par semaine, ou du fauteuil. Le nez. Le nez. Il faisait très beau, oui. Donc on a pu profiter du jardin, de voir la balançoire immortalisée par Renoir à la fin du 19e siècle. Donc c'était vraiment une sortie très intéressante. Et puis il y a d'autres sorties de prévues. Une au musée Carnavalet, une au cimetière du Père-Lachaise. Et puis on terminera certainement l'année comme on l'a commencé à Montmartre, en faisant un pique-nique face au panorama pour pouvoir resituer justement les différents monuments qu'on aura étudiés dans l'année à travers Sacré-Cœur. C'est Classe APAC, je le disais, elle avait été initiée par le plan Langue Tasca pour les arts et la culture. On doit être en 2001-2002 si mes souvenirs sont bons. Mais c'est aujourd'hui un projet qui s'intègre dans votre mission d'éducation aux médias et à l'information. Quand je dis vous, c'est vous en tant que professeur documentaliste. Oui, exactement. Parce que au-delà de toutes ces sorties culturelles, moi, je prends les élèves en demi-groupe et on fait beaucoup de recherche d'informations. Alors là, on va en faire sur les monuments de Paris, évidemment. On va en faire sur les différents personnages rencontrés dans l'album. Et on a un gros projet aussi autour de Montmartre, à l'époque du trio et toute l'effervescence artistique à ce moment-là. Et puis à chaque fois, il y a une restitution à l'oral, parce que l'oral, c'est très important. Et puis rencontre avec un artiste, non? Rencontre avec un artiste à la fin de l'année pour faire un atelier d'objets recyclés. Et puis, oui, des restitutions à l'oral, parce que, comme je disais, l'oral, aujourd'hui, c'est de plus en plus important et s'intègre de plus en plus dans les programmes. Et l'artiste, ça va être l'illustrateur du bouquin. Exactement, oui. Donc, Laurent Audouin. Laurent Audouin, oui, les élèves vont le rencontrer, vont avoir beaucoup de questions à lui poser. Donc, c'est vraiment une classe APAC qui permet d'aborder plein de choses à partir des arts et de la culture, parce que beaucoup de compétences comme l'oral, la prise de notes, le travail collaboratif, la recherche d'informations. Enfin, On fait tout, c'est génial. Vive les classes APAC. Merci beaucoup, Amélie, de nous avoir raconté ça. Si vous le livre, vous n'êtes pas obligé d'être dans la 6e spéciale d'Amélie pour le lire. Hein. Les fantastiques aventures de Sacré-Cœur, écrit par Amélie Sarne, illustré par Laurent Audouin. C'est édité chez Petit Lézard. Ça, c'est des projets formidables. C'est des projets formidables, c'est ce que disait Amélie. D'une part parce que pour les jeunes, ça leur permet de voir, d'appréhender la culture du point de vue de l'actualité, du vivant. C'est-à-dire aujourd'hui, en fait, la culture est vivante et la culture, elle se transmet. Et ça, c'est formidable. Et du point de vue des profs, là où je trouve que c'est formidable, c'est que ça permet une liberté pédagogique de l'enseignant, des équipes pédagogiques, une liberté qui s'associe à de la créativité. Or, la transmission, ce n'est que de la créativité. Transmettre de la culture, c'est inventer quelque chose. Et c'est pour ça que ces projets artistiques et culturels sont si importants et si nécessaires à développer encore plus qu'ils ne le sont aujourd'hui au niveau du territoire, parce que vraiment ils allient créativité et actualité, c'est-à-dire que la culture elle est vivante et la culture elle se pratique, c'est pas uniquement... C'est pas un machin dans un livre. Voilà. Encore que c'est vachement bien de lire des livres et qu'il faut absolument lire des livres. De toute façon, lire des livres, c'est de la pratique culturelle. On se comprend. Ce que je veux dire, c'est que c'est incarné. Voilà. Exactement. C'est incarné, urgent et immédiat, comme ce qui se passe sur une scène de théâtre d'ailleurs quand on va au théâtre. Merci beaucoup Amélie, merci beaucoup Marine Jubin. On peut regarder, alors c'est un tout petit bout de tout ce que vous faites à la Comédie Française pour les classes. J'ai donné les chiffres tout à l'heure, mais c'est assez spectaculaire le nombre de jeunes qui sont accueillis, mais pas juste accueillis. 65 000. Voilà, 65 000 par an, c'est quand même énorme. Un pro à la Comédie Française, si vous l'avez manqué, c'était il y a 2 jours sur Canal+ Kids. Vous le retrouvez sur la plateforme MyCanal. Super documentaire sur ce concours d'impro qui avait été mené avec, entre autres, la finale sur la scène Richelieu avec Jamel Debbouze, mais surtout les jeunes comédiens qui sont tous assez magiques. La quotidienne, c'est fini pour aujourd'hui. Merci aussi à toute l'équipe. En maquillage, Laure Audemont, Marine Plantec pour la préparation de l'émission et qui en régie aujourd'hui était assistée par Roxane Sarfati, Thibaut Goury-Lafont pour le son, Elisa Bernardo pour la réalisation. Vous restez sur School TV et puis vous nous retrouvez nous en permanence sur Internet et sur les réseaux sociaux.